Allez, c'est parti. Je ne sais pas si ça veut bien marcher. Ça fonctionne, voilà, très bien. Bon après-midi à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette table ronde qui est une mini-conférence en fait, hein, on pourrait dire sur l'éolien, en particulier l'éolien terrestre, même si peut-être dans nos intervenants certains évoqueront le offshore. Et alors centré sur les innovations, 3 petits points. Sur un aspect, on pourrait dire, ça pourrait être du techno, ça pourrait être du gadget, se faire plaisir, mais non. C'est les innovations qui nous intéressent au niveau de la performance et également de la préservation de l'environnement, la réduction des impacts. Donc c'est un éclairage qu'on vous propose cet après-midi sur les dernières avancées sur l'éolien, dernières avancées sur une filière qui est jeune. Je pense qu'il faut avoir ça aussi en tête. Hein. Vestas, on aura un représentant tout à l'heure à la dernière table ronde de Vestas. Il faut se rappeler que voilà, la première machine, c'était 1975 à peu près, 79. Au départ, c'était un fabricant d'électroménager, de machines agricoles au Danemark. Nordex, Enercon, que nous aurons aussi avec nous sur la première table ronde. Ben voilà, ce sont des gens qui ont émergé en Allemagne au milieu des années 80. Donc tout ça, c'est jeune. Et si on est au niveau français, si on se rappelle, la première éolienne raccordée au réseau, ben, c'était juste à côté d'ici, à Port-la-Nouvelle, 1991, 30 ans. Donc il faut vraiment avoir ça en tête et se le rappeler tout à l'heure pour la seconde table ronde qui sera sur l'éco-design, notamment sur justement cet aspect recyclage. Eh bien, vous allez voir que notamment sur la question des pales, eh bien, une filière jeune comme l'éolien est en train d'ouvrir la voie pour des filières industrielles bien plus anciennes comme l'aéronautique, comme l'automobile, sur le recyclage des matériaux composites. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à se rappeler que la jeunesse, bah, du coup, elle pousse aussi. Hein, voilà. Ça, c'est un premier message. Et une jeunesse qui pousse au niveau de l'innovation à tout niveau, hein, que ce soit depuis le développement de projets jusqu'à, évidemment, en passant par la fabrication, en passant par le recyclage, et par quelque chose qu'on sous-estime ou sous-évalue, notamment au niveau du grand public, qui est la question de l'exploitation des centrales. Vous allez voir, avec Bruno Alain notamment, toutes ces avancées qui font qu'aujourd'hui, la filière répond, on peut dire, à un double enjeu, qui est celui de la lutte contre le dérèglement climatique, et aussi d'avoir une action pour ne pas entraîner, elle aussi, ne pas être un objet humain de plus, comme je l'ai dit hier sur un autre atelier qui était consacré justement à des outils de réduction de la mortalité des oiseaux par les éoliennes, pas un objet humain de plus jetable qui va mettre par terre la biodiversité. Alors, je demande aux 4 premiers intervenants de me rejoindre là tout de suite et on va attaquer sur la question du développement. Ne soyez pas timides. Je vous présenterai à tour de rôle. On va commencer avec Julien Becquet, qui est à mes côtés, qui va prendre un petit micro. Julien Becquet, qui est à Total Énergie, et vous êtes responsable du pôle géomatique et foncier. Donc, tout à fait. Voilà, un nom un peu savant. Et avec vous, on va voir en quelques minutes que cette question du repérage, hein, quelque part, du bon endroit où mettre les machines, ben, la méthode a évolué considérablement ces dernières années. Et vous allez nous dire aussi comment elle est en train d'évoluer pour le futur proche, on va dire. Alors bonjour à tous. Vous m'entendez bien ? Allez. Je disais donc bonjour à tous. Donc la géomatique, c'est un néologisme qui vient de la géographie et de l'informatique. C'est un néologisme qui a maintenant quand même quelques années. Le but du jeu de la géomatique chez Total Energy, c'est de, comme on le disait à l'instant, de trouver les meilleurs sites. Alors comme vous savez, tous les bons sites sont déjà pris depuis très longtemps. Et le nombre de caractéristiques qu'on regarde quand on essaye d'identifier de nouveaux sites est de plus en plus large. Il y a évidemment les données environnementales, de raccordement, les natures de sol, j'en passe et des meilleurs.
Et le but du jeu de la géomatique, c'est de compiler toutes ces données, de les transformer en couches géographiques et d'analyser les territoires pour, encore une fois, trouver les sites les plus adaptés, tant en termes de contraintes économiques, environnementales, raccordement, etc. Alors, on a une image de celui qui cherche le foncier avec la carte IGN, qui va partir en voiture éventuellement avec la carte, etc. C'est quoi le travail aujourd'hui en fait? Alors, la carte IGN, ça reste un outil historique qu'on a dans... On a 300 jeux de données, 300 couches géographiques différentes. La carte IGN est une couche qui est vraiment... C'est un fond de carte qui est vraiment très intéressant parce qu'il permet de se rendre bien compte de la physionomie du territoire. Mais sur les 300 couches qu'on a, finalement, on se rend compte que ça a quand même beaucoup évolué depuis, j'ai envie de dire, depuis les années 80. On va dire que dans les années 80, c'était le sablier. Là, on est à la montre qu'on a tous au poignet. Et puis l'avenir, mais qui est très proche et qui arrive vraiment à très grande vitesse, c'est la montre connectée qui mesure aussi 1 milliard de choses. Je ne sais pas si l'analogie est très parlante et très perspicace, mais c'est une image qui peut permettre de se rendre compte du niveau de données, des volumes de données qu'on traite pour aller justement trouver la pépite. Alors la pépite, c'est dans un sens d'abord, c'est toujours la production qui guide Non. Alors, la production, évidemment, on est comme tout le monde, hein, on regarde les BP et on ne s'engage pas sur un site s'il n'y a pas un minimum de TRI, évidemment. Aujourd'hui, les contraintes de raccordement réseau, les fonciers qui sont quand même très différents d'une région à l'autre, sont un ensemble de caractéristiques qui doivent être toutes regardées, et notamment les contraintes environnementales. Quand je ne vais rien vous apprendre, hein, mais quand on voit qu'il y a un aigle de Bonelli ou un lézard osselet, c'est justement ça l'intérêt d'avoir des jeux de données à la fois très différents et très complets, et très actualisé aussi, c'est de justement, dès le début, pas perdre de temps sur des choses où, avant, il y a encore 10-15 ans, il nous fallait 6 mois, 1 an, 2 ans pour se dire, bon, là, on tue le projet, on n'y va pas. Il y a l'aigle de Bonelli, qui est une espèce un petit peu emblématique dans l'éolien, mais de se dire ça, finalement, avant d'avoir même appelé la mairie. Et ces 300 couches, ça veut dire que, est-ce qu'il y a des outils de type, on viendra tout à l'heure sur l'exploitation, intelligence artificielle ou autres, qui sont mises au crédit de cette recherche, ou est-ce que, encore pour le moment, c'est l'humain, c'est vous, Julien, qui auscultez chacune, en tout cas les plus importantes? Comment ça fonctionne concrètement, pour qu'on ait une idée? Alors, un peu les deux. Notre carburant, c'est la donnée. On a à peu près 90% de nos données qui sont open source, donc qui sont accessibles à tous. Il suffit juste de savoir où la trouver et de surtout savoir la travailler derrière. L'intelligence artificielle, la donnée satellitaire, qui est la prochaine conférence, sont des outils d'intelligence artificielle. Le traitement des données satellitaires se fait beaucoup par le machine learning, le deep learning, les réseaux neuronaux. Et ça permet de vraiment avoir un avantage concurrentiel sur les confrères. C'est-à-dire que c'est quand même des investissements qui sont importants. C'est-à-dire que, je me résume, 90% de données open source, 10% de données payantes. Dans les 10% de données payantes, une bonne partie se trouve sur étagère, comme on dit. Donc, il suffit d'appeler l'IGN, qui est un grand fournisseur de données, ou d'autres. Je pense à des Compass, à des choses finalement assez terre-à-terre. Et 1% des données, mais c'est ça qui fait toute la différence, provient de gros traitements de données satellitaires, d'intelligence artificielle, de machine learning, enfin tout ce que j'expliquais juste auparavant. Ça fait vraiment toute la différence parce que on est rattaché on est rattaché au développement, mais finalement on pourrait être considéré comme un pôle de prospection avec une première étape cartographique. Alors, cette étape cartographique, ça c'est la deuxième partie de
du travail et que j'aimerais que vous exposiez un peu où on en est au niveau de la filière là-dessus, c'est quelque part la représentation du projet. Par exemple, quand on va voir l'élu local, peut-être une association, voilà, on parle de plus en plus du participatif aussi, d'intégrer la population pour pas qu'il y ait seulement voilà, une acceptabilité, mais une vraie appropriation. Et là, il y a des outils de représentation en 3D, etc., donc, qui sont peut-être coûteux. Est-ce que ça se développe? Est-ce que ça va se développer davantage? Comment on travaille là-dessus? Il y a plusieurs questions dans votre question. Très rapidement, la 3D, c'est plutôt en fin de processus et c'est, j'ai envie de dire, assez anecdotique dans le processus de prospection. C'est-à-dire qu'on va faire des représentations 3D, des photomontages, des vidéomontages, avec potentiellement aussi de la télédétection par drone sur site. Bon, là, on est déjà avancé, on a déjà identifié le site, on sait déjà que on va juste vouloir affiner la donnée localement pour arriver à dimensionner de manière beaucoup plus précise le projet, notamment sur soit par exemple en PV flottant, de la bathymétrie, donc la forme du terrain sous l'eau. On a des gros travaux là-dessus qui vont nous permettre, on l'espère, avec des données satellites, avant d'aller sur le terrain, se rendre compte de la bathymétrie avant tout. Et c'est complété, notamment dans le cadre du PV flottant, par... donc maintenant, il y a je crois qu'il y a d'ailleurs des exposants qui montrent ça, des petits bateaux qui sont en fait des drones, mais pas les drones qu'on a l'habitude de voir, qu'on peut acheter chez Darty. C'est des petits bateaux qui vont avoir des lidars et qui vont permettre, avec des nuages de points, de vraiment se représenter le fond du terrain sur lequel se trouve le lac. Ok, alors je sais que vous êtes attendu justement sur une conférence à côté sur cet aspect satellitaire, donc on va laisser Julien y aller, mais juste avant, est-ce qu'il y a peut-être dans la salle une question à Julien Becquet sur cet aspect cartographique, prospection, recherche, sur les nouveaux outils ou les outils à venir dans les prochaines années? Est-ce qu'il y a une question avant qu'on le libère? Oui. Bonjour, une question de curiosité. Vous n'êtes sûrement pas le seul à chercher ce genre de zone. Alors, comment vous gérez les interactions? Est-ce que vous arrivez, c'est le premier qui passe devant, ou est-ce que des fois vous vous retrouvez avec d'autres en concurrence en arrivant, ou vous avez une donnée en plus dans les 200 qui dit il y a déjà quelqu'un qui est sur cette zone-là en recherche? Les deux. C'est-à-dire que on essaye d'avoir toujours un coup d'avance, évidemment. Donc ça, c'est les projets de recherche et des axes stratégiques qui sont importants parce que c'est le dernier pourcent de données que j'expliquais et celui qui coûte le plus cher. Et on essaye par les échanges avec les équipes qui sont sur le terrain, les gens qui vont faire de la sécurisation foncière, on essaye de se rendre compte de leurs besoins et on est à leur service et on va aller développer ces jeux de données un petit peu exotiques, en tout cas qui n'existent pas encore, pour avoir cet avantage concurrentiel. Après, évidemment, les équipes de Total Energy rencontrent les équipes Nordex, Dev, qui RWE ou Engie ou EDF sur le terrain. Donc, il y a toujours, oui, il vaut mieux être le premier à appeler la mairie. Mais il y a toujours de la concurrence et on gère la concurrence de manière classique, j'ai envie de dire. Merci. J'ai répondu à votre question. Voilà, merci Julien d'être venu et on va vous libérer là pour continuer à pousser sur ce côté donc technique, données satellitaires. Voilà. C'est à côté, mais restez là. Voilà. Donc là, merci à vous. On va s'attacher un peu à l'objet éolien, on va dire à l'éolienne en elle-même, avec deux représentants qui sont à nos côtés de fabricants. Donc il y aura Laura Holzer pour Enercon. Et puis, pour commencer, pour nous dresser un peu un tableau, si possible, le plus complet possible sur ces avancées techniques, ces innovations dans l'éolien. Nicolas Vrécourt pour Nordex, vous êtes responsable commercial pour la zone Méditerranée occidentale donc du fabricant Nordex. Et donc, oui, allez, vous pouvez y aller discrètement, personne ne vous regarde. Voilà.
Donc Nicolas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce moulin à vent 2.0, comme certains disent? Alors souvent c'est dans la bouche des détracteurs, mais je pense que finalement à la réflexion c'est d'ailleurs pas forcément une mauvaise image, puisqu'il y a ce lien avec le passé, avec une utilité qui était fondamentale, et qui était de transformer l'énergie du vent en énergie mécanique. Bon, mais là, on a mis un élément en plus pour faire de l'électricité, mais finalement, c'est cette base-là. Et peut-être qu'on est en train de retrouver une utilité fondamentale avec cet usage du vent. Mais quels sont pour vous, donc vous avez une dizaine de minutes pour balayer. Oui, évidemment, voilà, c'est vraiment un balayage rapide, c'est le cas de le dire. Les éléments principaux de l'éolienne, où il y a aujourd'hui les avancées les plus fortes et ce que vous voyez arriver. Et aussi en termes de métier, peut-être par rapport à des jeunes qui sont dans la salle. Merci beaucoup. Vous m'entendez? C'est bon? Merci déjà pour l'invitation. Très agréable de passer ce moment ensemble. Julien m'a fait une très belle transition en mentionnant le fait que le carburant aujourd'hui, c'est la data. Donc effectivement, on vient de l'histoire avec les bateaux à voile et les moulins à l'époque. Aujourd'hui, on a cette utilité du vent en fabriquant de l'électricité. Mais c'est vrai que sur la dernière décennie, on a vu une très forte digitalisation des machines. C'est un fait. On était vraiment sur un côté un petit peu rudimentaire, on va dire, avec des pales, une nacelle et une tour il y a encore 15 ans. Mais le traitement de la donnée aujourd'hui est vraiment quelque chose qui est clé dans des buts probablement et de manière très claire sur l'exploitation pour maximiser la production et réduire le coût de l'énergie. Donc c'est des centaines de capteurs qu'on va désormais avoir dans les machines pour venir récupérer en temps réel toutes les données qui sont liées à tous les composants, ou presque, et avoir un petit peu plus de côté prédictif de la maintenance et non pas réactif. Il y a encore une dizaine d'années, on était sur des schémas de maintenance qui étaient assez simples, avec du préventif régulier, qu'on fait dans toutes les industries, et le curatif, bien entendu, lorsque une panne se produisait. C'est vrai que ce côté-là, on le développera pas mal avec Bruno Alain, qui peut-être justement ce lien, juste peut-être comme ça directement, entre complémentarité ou concurrence entre on va dire, les acteurs de la filière éolienne. Est-ce que là, aujourd'hui, il y a, on va dire, une répartition maintenant qui se fait plus clairement? Alors, c'est très clair, puisque là, moi, je me pose en tant que maintenancier. Avec Bruno, on a des discussions plus sur la partie exploitation qui est son domaine derrière. Et on travaille vraiment de pair pour essayer d'améliorer la production et limiter les problèmes sur site, qui sont de moins en moins réguliers et récurrents, puisqu'on a aussi, en tant que maintenancier, des garanties de performance à respecter, avec un certain niveau de disponibilité technique à atteindre chaque année. Le marché est concurrentiel, donc ces niveaux sont toujours plus hauts, et ça nous pousse à être encore meilleurs sur ces aspects vraiment de traitement de données, et d'essayer vraiment de voir quels sont les comportements défaillants des composants en avance pour justement minimiser les temps de réparation et ne pas avoir de panne ou en avoir très peu. Donc sur l'aspect opérationnel, et là je parlerai vraiment juste de la partie maintenancier et je laisserai l'exploitation à Bruno derrière, mais il y a des innovations techniques qui ont été vraiment poussées dans ce but de maximisation de production et de réduction de coût de l'énergie qui est clé pour nos clients, étant donné qu'ils sont maintenant dans un système d'appel d'offres où le prix est le seul critère quasiment qui rentre en ligne de compte. Ce que vous voyez sur l'illustration, sur cette slide, c'est un bras mécanique qui a été développé par la société Liftra, avec laquelle on travaille et qui travaille avec d'autres turbiniers. Et on a conçu nos machines depuis une dizaine d'années pour qu'elles puissent accueillir ce type de bras mécaniques qui sont amenés sur site dans un conteneur très simple et qui viennent remplacer des composants jusqu'à 50 tonnes. Donc ça nous a poussé aussi à faire le choix sur les dernières machines de mettre un maximum de composants en nacelle pour minimiser les pertes électriques, donc de fait encore réduire le coût de l'énergie et réduire ses coûts d'intervention. On a une estimation d'à peu près 50 000 € de gains entre ce que coûte réellement une mobilisation d'une grue principale avec une équipe, plus les pertes de production qu'on aurait eues avec ce type de remplacement, versus ce type de solution. Vous vouliez, si je me rappelle bien, aussi faire un focus, je ne sais pas si c'est là que vous voulez en parler, mais sur la question justement par rapport à la taille des composants, évidemment les pales, la question du transport qui devient quelque chose de prépondérant. Complètement, et c'est sur la slide suivante, si on peut y passer. C'est un sujet du moment, puisque
On est toujours dans la course à la grandeur chez les fournisseurs d'éoliennes. On a des diamètres toujours plus gros, des tours toujours plus hautes. Dans ce but Et jusqu'où on ira, voilà, c'est une question aussi. Alors nous, on est plutôt suiveurs, parce que chez Nordex, on ne fait pas d'offshore. Donc on voit les collègues de l'offshore qui vont sur des dimensions assez impressionnantes. Je me souviens, quand j'ai démarré en 2011, on parlait déjà de diamètre 120, 130, et tout le monde parlait déjà de limites physiques. Aujourd'hui, on est à des pales de plus de 100 mètres de long d'un seul tenant. Donc je pense qu'avec les matériaux qui sont disponibles aujourd'hui, on est capable d'aller encore plus loin. On a incorporé beaucoup de fibres de carbone aussi dans les pales et dans des proportions toujours plus importantes pour les alléger mais les renforcer. Donc cette course à la grandeur aujourd'hui elle n'est pas finie et je pense que ça va encore continuer sur des diamètres à 200, 250 voire 300 mètres. D'où des questionnements. Ouais. Donc des composants toujours plus difficiles à transporter de par soit leur poids soit leur taille. Étonnamment, on aurait le réflexe de dire que les pales sont le seul composant qui est compliqué à transporter. Non. Les tours aussi sont de plus en plus difficiles de par leur poids. On a des réglementations en France qui sont assez sévères sur le tonnage à l'essieu qui est à respecter aussi sur beaucoup de routes et qui est du coup un problème. Et du coup, c'est là, comment vous faites concrètement? Négociation avec les administrations. Ou dans certains cas, certains éléments comme la tour, on a vu des cas assez rares, mais qui existaient, où on a dû enlever des éléments internes de la tour pour limiter le poids de chaque convoi et les réassembler sur site derrière. Donc des manœuvres assez galères, hein, il faut le dire, et engendrant des coûts et des retards de planning. Donc il faut vraiment prendre ce sujet du transport à bras-le-corps et très tôt dans le projet, puisqu'on considère aujourd'hui majoritairement des machines de très grande dimension. Donc comme vous le voyez sur certaines photos, ça mène à des challenges assez complexes quand on est dans l'instant, mais qui sont quand même des belles réalisations. Vous avez en haut à gauche un convoi avec une tour qui passait dans un tunnel vraiment très juste. On a dû dégonfler les pneus aussi de la remorque pour passer. C'était quand même assez sport pour économiser 250 km d'itinéraire. Ensuite, la photo à droite par rapport à celle-ci, c'est un site sur une crête en Italie où on avait 7 virages en épingle comme ça, et dans chaque virage, une grue qui enlevait la pale en entrée de virage et qui la remettait en sortie de virage quand le camion était passé. En haut à droite, vous avez du blade lifter, donc c'est des remorques automotrices qui vont pas très vite, qui vont à 5 km/h, mais qui permettent d'accrocher la pale, de la lever dans les virages pour limiter les aménagements et en conséquence limiter les autorisations foncières privées ou publiques et bien sûr les coûts des aménagements qui sont de plus en plus importants. Dernière petite illustration peut-être en bas à droite, aussi pour vous montrer qu'aujourd'hui on ne s'arrête pas à ce qu'on a d'existant comme solution. On est nous en discussion aussi avec une société qui s'appelle Flying Whales, qui est une société française qui est basée à Bordeaux et qui développe un concept de dirigeable. Alors pas seulement pour l'éolien bien sûr, mais avec laquelle on échange pour qu'ils conçoivent aussi ce dirigeable afin de transporter nos composants par la suite, donc principalement les pales. Donc voilà, il y a des solutions assez innovantes, il y a de l'hélicoptère aussi qu'on peut utiliser. Après bien sûr la question des autorisations se posera, mais au moins techniquement ces solutions commencent à exister et commencent à être intéressantes économiquement. Alors sans vous coincer, mais en matière de poids par exemple, il y a sur les tours, je sais qu'il y a des gens qui travaillent sur la réincorporation de systèmes avec du bois, enfin, des choses plus légères. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont travaillées ou est-ce que ça paraît aujourd'hui plutôt un rêve? Alors nous, on a un département ingénierie de Tours qui est toujours en veille par rapport aux nouvelles solutions qu'on pourrait trouver sur le marché. Chez nous, on a déjà l'incorporation de béton. Donc on a soit des tours hybrides avec une partie en béton, une partie en acier, qui permettent vraiment d'aller sur des hauteurs très importantes, où on ne pourrait pas aller avec de l'acier, avec des diamètres de tours raisonnables et donc transportables. Sur du bois, on n'y est pas encore venu, mais je sais qu'on a des choses qui sont en discussion pour avoir des adaptateurs, par exemple, de pouvoir avoir une sorte de trépied sur lequel on viendrait installer la tour initialement conçue. C'est des choses qu'on a déjà installées en Espagne, par exemple. Mais en France, je pense que les DREAL ne sont pas très enclines à accepter des solutions un peu exotiques. Et niveau paysager, ce ne serait pas forcément très accepté. Alors au niveau paysager, vous faites une transition, et de toute façon on va revenir, je pense, avec des questions publiques là-dessus. Vous pourrez répondre tous les deux. Voilà. Bon, vous ne représentez pas tous les constructeurs, évidemment, aujourd'hui. Et il y a Marcouf qui est là après, Marcouf Colin pour Vestas, qui éventuellement pourra se joindre à vous
peut-être même sans attendre s'il y a des réponses à donner, sans attendre la deuxième table ronde. Mais donc la question du paysage, donc là c'est avec vous que je voudrais qu'on voit ça. Laura Holzer donc d'Enercon, vous êtes au département support technique et vente d'Enercon, et avec vous on va focaliser sur une question paysagère bien particulière qui est celle du balisage, qui est un vrai sujet, un sujet d'actualité, puisque la ministre de l'écologie a annoncé en octobre vouloir réduire l'impact lumineux des éoliennes. Voilà, le côté guirlande de Noël, un peu de saison certes, mais voilà, qui quand même est très gênant pour les humains, semble-t-il aussi pour l'avifaune, mais ça semble avoir moins d'impact aux yeux du ministère. Or, vous, fabricants, donc je m'adresse à vous, Laura Holzer, vous avez déjà travaillé évidemment la question, vous avez évidemment des exemples en Allemagne aussi. Est-ce qu'on peut faire un point avec vous sur l'état de l'art sur la question et l'évolution qu'on peut espérer chez nous? Oui, alors effectivement, cette question de réduction des nuisances du balisage nocturne, elle se pose aujourd'hui en France, mais elle s'est posée déjà il y a plusieurs années en Allemagne. Et donc, ils ont commencé à développer des solutions techniques pour réduire cette nuisance. Et la première des solutions et la plus prometteuse est partie du constat qu'en fait, le balisage il est utile pour les avions. Et on estime à environ 3% du temps les moments où il y a vraiment un avion qui passe au-dessus d'un parc éolien, ce qui voudrait dire qu'on pourrait éteindre le balisage 97% du temps, à condition de pouvoir l'allumer à l'approche de l'avion et le rééteindre une fois que l'avion repart. Donc pour faire ça, il y a plusieurs entreprises qui ont essayé de développer plusieurs technologies et je vais vous en présenter une ici. Donc qui est la détection des avions par les radars secondaires. Alors un radar secondaire, qu'est-ce que c'est? C'est une antenne, simplement, qui est capable de capter des messages électriques qui sont envoyés par les transpondeurs des avions. Alors un transpondeur, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est un appareil embarqué dans les avions qui est capable à la fois d'émettre et recevoir des messages électriques dans lesquels il y a des informations basiques sur l'identité de l'avion et sur sa position. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient placer l'antenne, le radar secondaire sur une des éoliennes du parc éolien. À partir de 8-10 éoliennes, il va falloir placer une seconde antenne pour être sûr que le volume de détection soit respecté. Et donc cette antenne recueille les messages des transpondeurs et après elle l'envoie donc à une armoire centrale en fait qui va traiter les informations recueillies, parce qu'on va capter des messages transpondeurs des avions qui peuvent être très hauts en altitude, par exemple à 2 ou 3 km d'altitude, pour lequel il n'est pas nécessaire d'allumer le balisage. Donc elle va traiter cette information, mais en temps réel, ça prend quelques, je sais pas si c'est centièmes ou dixièmes de seconde, mais c'est vraiment instantané. Et à partir de là, elle va envoyer un ordre d'activation du balisage. Et tant que l'avion est dans le volume de détection donc, a été prédéfini, le balisage reste allumé et on va envoyer un ordre d'arrêt une fois que l'avion sera sorti du volume de détection. Alors, oui. Ça, c'est un système, je ne sais pas si vous avez fini, c'est la première présentation, c'est un système qui est opérant en Allemagne, sur lequel vous avez des retours. Hein. Tout à fait. Alors, il faut savoir qu'en Allemagne, il y a eu une modification législative fin 2018, donc avec une nouvelle loi qui est rentrée en vigueur début 2019, qui rend obligatoire l'installation de ce système de détection pour les nouveaux parcs éoliens, mais également pour les parcs existants. Alors la loi ne dit pas qu'il faut absolument utiliser ce système de détection par radar secondaire. On peut choisir son système de détection, mais de fait, de par son prix, parce qu'aujourd'hui, même si ça reste assez conséquent pour une installation avec une antenne, il faut compter environ 80 000 € pour un parc, ça reste beaucoup moins cher que les autres solutions existantes. Et les parcs existants, ils ont jusqu'à fin 2022 pour s'équiper. Donc ils ont eu 4 ans pour que tout le monde ait le temps de faire ce rétrofit, parce que bien sûr, il y a un goulot d'étranglement au niveau des fournisseurs de solutions qui n'ont pas des moyens de production illimités. Et donc il y a aujourd'hui des grandes files d'attente. Alors j'ai essayé de trouver le nombre exact d'éoliennes aujourd'hui en Allemagne pour qui on éteint donc, le balisage la nuit. C'est un chiffre qui n'est pas encore connu. L'agglomération est un peu
un peu compliqué, mais voilà, en discutant avec l'Association de l'énergie éolienne allemande, on estime qu'environ 50% des éoliennes, donc qui doit faire ce rétrofit, donc, parce que ce n'est pas toutes les éoliennes, c'est simplement celles qui sont encore sous mécanisme de soutien qui doivent faire ce rétrofit. Et donc environ 50% ont déjà un système opérationnel ou en cours d'installation. Est-ce qu'au niveau français, donc là les travaux sont avancés, parce qu'on imagine que la ministre fait cette déclaration après avoir déjà consulté la profession et sur des alternatives, puisqu'on ne peut pas imaginer toucher à la sécurité des avions en France. Alors, au niveau français, il y a un groupe de travail interministériel qui a été créé début 2018, donc auquel je participe depuis le début, donc, dont le mandat était d'étudier les différentes possibilités pour réduire les nuisances du balisage nocturne. Donc, en tant que représentant de la profession éolienne, on a poussé dès le début pour une solution de détection pour pouvoir éteindre le balisage. Et tant la Direction générale de l'aviation civile que les différentes composantes des armées étaient très opposées à ces systèmes de détection. Et c'est simplement en décembre 2020, donc 2 ans et demi après les débuts des travaux, il y a eu un conseil de défense écologique à la suite duquel la ministre de la Transition écologique a vraiment donné l'instruction à la Direction générale de l'aviation civile de mener des expérimentations en 2021 pour tester cette solution de détection par radar secondaire. Et donc, depuis donc là, après cette demande expresse du ministre, donc nos interlocuteurs à la DGAC ont revu leur position. Ils ont trouvé des solutions pour les derniers obstacles techniques qui, jusqu'à présent, ils nous opposaient. Et côté armée, par contre, ils n'ont jamais dit qu'ils étaient pour, mais ils se sont dit intéressés pour participer à cette expérimentation. Et donc là, on a fini hier d'équiper le premier parc éolien en France équipé d'un tel système, et on espère pouvoir faire les vols en décembre. Donc là, dans les prochaines semaines. Où est ce parc ? En Ardèche. En Ardèche, on ne sait pas très loin. Et alors, par contre, entre 2018 et fin 2020, on n'a pas rien fait dans le groupe de travail. On a aussi étudié d'autres solutions, alors qui ne sont pas des solutions d'extinction, qui sont simplement des solutions d'atténuation. Et on a mené d'autres expérimentations dans ce sens-là. Donc la première, c'était d'utiliser des balises différentes des balises actuelles, avec une intensité équivalente à celle qu'on utilise aujourd'hui. Donc la nuit, c'est 2000 candela. Mais ces balises, au lieu d'avoir leur intensité maximale à l'horizontale, elles ont un faisceau relevé. Donc l'intensité maximale est à 4 degrés au-dessus de l'horizontale, ce qui fait que les rayons qui viennent sur le sol, là où il y a les riverains, sont de moindre intensité que les balises actuelles. Donc cette technologie a été validée. Aujourd'hui, il y a un arrêté modificatif en préparation pour pouvoir modifier l'arrêté balisage actuel et permettre, il n'y aura pas d'obligation dans un premier temps, mais permettre l'utilisation de ces balises. Et l'autre expérimentation, donc elle se faisait en 2 temps, donc elle n'est pas encore finie, c'était d'utiliser des balises, non pas de 2000 candela, mais de 32 candela. Donc là, on a une très forte baisse d'intensité. Donc les premiers vols qui ont été faits par les chasseurs, la solution a été validée, et la semaine dernière, les vols ont été faits par les hélicoptères, et là, on est en attente des retours, et on espère que ça va pouvoir valider aussi. Très bien, ce sont des bonnes nouvelles, puisque c'est quand même des facteurs, surtout quand on voit les chiffres avec les objectifs de multiplication quand même de l'éolien terrestre. Et il va falloir effectivement trouver des solutions pour que tout soit compatible. Vous restez avec nous, il y aura des questions-réponses. Moi, j'aimerais qu'on termine cette table ronde avec un exploitant, Bruno Alain. Alors, je dis exploitant, c'est pas le bon mot, c'est pas le bon terme. Hein. Effectivement, c'est expert indépendant sur toute l'opération d'exploitation, mais vous n'êtes pas exploitant en tant que tel. Peut-être le plus simple, c'est que vous expliquiez, mais c'est pas le but. Le but, c'est surtout que vous disiez donc de votre fauteuil un peu indépendant, on va dire. D'ailleurs, vous avez pris vos distances un peu avec nous. Il y a le Covid. C'est quoi aujourd'hui les innovations majeures une fois que le parc il tourne, on va dire. On parle de drones, on parle de capteurs, on parle d'intelligence artificielle. Voilà, faites-nous un petit panorama des dernières avancées en nous expliquant les gains et ce que vous voyez aussi arriver là très prochainement. Bonjour tout le monde. Alors actuellement, oui, il y a
y a plusieurs sujets qui tournent autour de la performance, en fait, qui sont la maintenance prédictive, donc faire améliorer la maintenance prédictive en étant de plus en plus réactif, améliorer la performance nettement au niveau de la production, et augmenter la durée de vie résiduelle des machines pour que le parc puisse produire dans la durée. Ça suppose plusieurs moyens. Donc globalement, on pourrait dire qu'il y a 2-3 familles. Il y a tout ce qui est drone, donc qui est détaché de la machine et qui va la regarder de loin. Il y a toute l'instrumentation embarquée qui déjà existe dans la machine, qui est installée par les turbiniers, ici présents. Et après, on peut rajouter des capteurs supplémentaires qui vont aussi rajouter encore de l'info, quoi. Ouais, donc Alors vous avez choisi, paradoxalement, c'est vous qui avez choisi l'image. C'est presque une image de, je dirais pas du passé, parce que c'est vraiment, elle est actuelle et c'est la réalité du travail qui est fait, etc. Mais finalement, voilà, c'est des cordistes, c'est des vrais gens avec des cordes. Enfin voilà, on est sur quelque chose. Ça fait pas très techno tout ça. Ça fait pas très techno, en effet. Et pourtant, on en est encore. Ça, c'est l'état de l'art actuel, effectivement. Donc ça va introduire justement le drone qui devrait arriver en force dans les prochaines années. Il est déjà là. On a une réglementation ICPE qui devrait aussi logiquement l'encourager. Alors le temps que les coûts qui sont des coûts supplémentaires dans les OPEX vont se mettre en place, ils vont s'imposer progressivement, parce que si pour l'instant les exploitants font pas massivement appel aux drones. Mais voilà, donc globalement, il faut ce qui devrait s'imposer, c'est effectivement l'utilisation de drones. Donc les drones font appel déjà, enfin les nouvelles technos font appel à l'intelligence artificielle. Donc pour faire très simple, on a des vols de drones maintenant qui sont semi-automatisés, voire complètement automatisés. Donc ils font le scan de l'intégralité du rotor de façon totalement automatique. Donc il y a 4 faces à regarder, hein. L'intrado, l'extrado, puis le bord de fuite et bord d'attaque. Donc ça suppose quand même pas mal de vols. Et 3 balles. Donc tout le challenge, c'est d'essayer de tout scanner en un seul vol. Bon, enfin, ça, c'est pas vital. Après, il y a toute la partie back-office, donc il faut exploiter toutes ces images. Donc il y a un phénomène, on appelle ça du stitching, on recolle. Enfin, c'est pas obligatoire non plus, mais c'est une option qui est très intéressante, c'est de reconstituer la pale de façon virtuelle en recollant les morceaux d'image pour en faire une pale virtuelle. Et dessus, on va pouvoir justement faire une nouvelle observation. Et enfin, après, là où c'est vraiment intéressant, c'est faire tourner les réseaux de neurones, le machine learning, pour pouvoir repérer les défauts et encore mieux, revenir 6 mois ou 1 an après sur cette inspection, reprendre des photos et voir l'évolution des défauts. C'est là où on a la plus grosse pertinence de cette technologie, c'est de voir l'évolution des défauts, les fissures qui vont augmenter de taille, ce qui permettra d'avoir donc une certitude sur le problème qu'on observe. Parce que sinon, ça reste... Alors nous, on continue aujourd'hui à faire des inspections, alors c'est plutôt sur des cycles de 5 ans, au contact, à l'ancienne. Ce qu'on voit sur la photo, ça c'est une inspection de pale sur corde. Tous les clients ne font pas appel à la corde parce qu'il y en a certains qui considèrent que c'est trop dangereux. Bon, ça se discute, et puis il y a une réglementation en plus en France qui effectivement ne pousse pas à l'utilisation de la corde. Pour autant, ça reste quand même le moyen le plus rapide et le plus efficace pour repérer des problèmes, donc de vrais défauts. Donc, quand on est au contact, là, c'est la question du contact, hein, c'est ça, hein, si on comprend bien. Hein. Voilà. Quand on est au contact, contrairement à un drone, quand on est au contact, on peut donc toucher la pale, s'assurer qu'on est vraiment sur une fissure, faire du tapping. Les experts ont un petit marteau, ils font du tapping pour s'il y a repéré une délamination qui n'est pas visible. Donc ça, s'il y a seul le contact permet de s'en assurer. Bon, au-delà de ça, on arrive à faire aussi détecter la continuité de la protection en foudre, ce qui se fait maintenant avec des drones. Donc petit à petit, les drones vont finir par supplanter les inspections, ce type d'inspection, mais je pense que pour faire de la levée de doute, on aura toujours besoin d'une inspection au contact.
Mais moins souvent. Voilà, moins besoin d'humains, mais plus de machines. Donc en termes d'emploi, peut-être aussi pas d'impact négatif. On ne va pas remplacer l'humain par les machines, par les drones de façon massive. Comment vous voyez la chose là-dessus ? Enfin, nous, on pense qu'il y a des protocoles qui vont se mettre automatiquement en place avec donc l'utilisation périodique de drones. Donc tous les 6 mois, on fait passer un drone. Et après, sur des cycles de 4-5 ans, on fait passer une personne sur la pale pour lever les doutes. Et ensuite, on met en place des campagnes de maintenance, de réparation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut réparer une pale. Il ne faut pas laisser se dégrader une pale. Il faut la réparer le plus vite possible parce que les coûts engendrés sur une réparation qui n'a pas été faite dans les temps sont rédhibitoires, quoi. Il faut éviter. Derrière, donc on est sur le drone, il sort des images, etc. Est-ce que là, il y a l'intelligence artificielle aujourd'hui pour, comme tout à l'heure, hein, voilà, c'était avec Julien Becquet, les 300 couches au départ, hein, je ne sais pas si vous en rappelez, première intervention, 300 couches, etc. Bon, si c'est un humain qui doit tout regarder, etc., on peut se dire, bon, il va y passer des jours entiers. Comment vous travaillez sur ces données-là et comment ça évolue ? Alors, nous, pour l'instant, on teste les technos et on les benchmark avec justement des inspections qu'on a faites sur corde. Donc, ça permet d'être pertinent dans la comparaison. Et on se rend compte effectivement que la machine, que l'intelligence artificielle n'est pas encore suffisamment pertinente parce qu'elle ne trouve pas tous les défauts. Donc, effectivement, derrière, ça suppose d'avoir des experts qui passent derrière, qui aident les développeurs justement de ces logiciels pour faire du machine learning, c'est-à-dire faire de l'apprentissage. C'est effectivement, il est question que de ça. Hein. L'IA, quand on parle de machine learning, c'est de l'apprentissage. Ok, alors peut-être je vous propose d'en garder sous la pédale pour les questions-réponses avec le public, sinon je sais qu'il y a des points qu'on n'a pas développés, mais ça passe tellement vite que si vous voulez bien, on va passer la parole à la salle pour pas se perdre dans l'après-midi. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que vous avez entendu? C'est toujours difficile de se lancer, sinon je relance Bruno Alain qui va repartir pour 10 minutes. Donc, ouais, une question là-bas. Alors, essayez de faire des questions courtes en vous présentant, s'il vous plaît, chaque fois. Oui, bonjour, Kevin Roland de Valéco. J'avais une question sur les transpondeurs dans les avions. Est-ce que les avions militaires ont des transpondeurs qui sont détectables par des simples radars éoliennes ou c'est un peu plus compliqué que ça? Alors, c'est la principale raison pour laquelle les armées restent opposées à cette solution. Alors, il y a plusieurs types de transpondeurs. On parle de transpondeurs A+C, S, ADS-B out. Donc, c'est différents modes, du plus simple, on va dire, au plus récent. La grande différence entre, on va dire, l'A+C et le mode A+C et tous les autres modes, c'est que le mode A+C, il a besoin d'être interrogé. C'est-à-dire qu'il ne va pas envoyer les messages de manière automatique. Et ce que les militaires nous disent, c'est que quand ils coupent leur transpondeur pour des raisons de discrétion, donc tous les avions sont équipés, mais volontairement, ils peuvent décider de le couper pour ne pas se faire détecter par de potentiels ennemis, ils restent quand même en mode A+C. Donc pendant un moment, on avait réfléchi à la solution de pouvoir installer des radars secondaires capables d'interroger les avions pour pouvoir capter donc ces transpondeurs en mode A+C. Et finalement, ça a été assez vite écarté, parce que ça veut dire qu'il faut ajouter un interrogateur sur le parc, qui est un autre radar qui va émettre. Les autorisations pour obtenir cette autorisation d'émettre sont très compliquées à obtenir. La DGAC nous a dit non mais le ciel il est déjà saturé, s'il faut en installer dans tous les parcs éoliens c'est impossible. Et après en termes de coûts, ça a rajouté plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc on a écarté ça pour répondre à cette problématique de l'armée. Alors j'en ai pas parlé parce qu'il fallait faire concis. Cette solution sera acceptée à la condition que toutes les éoliennes soient également équipées de balises infrarouges. Et donc l'armée devra s'équiper pour, si elle veut voler la nuit sans transpondeur, le faire avec des avions équipés de lunettes de vision nocturne et de pilotes qui savent voler avec. Mais pour le moment, l'armée n'a pas dit oui. Hein, donc tout ça, c'est des questions qu'il va falloir
encore discuter à la suite des expérimentations. Voilà, une question ici. Bonjour, Gatien Verpeau du lycée du Oda, étudiant en BTS maintenance. Moi, c'était par rapport à la toute première diapo, le bras mécanique qui est sur l'éolienne. Je me demandais comment ça fonctionnait exactement, comment vous le faisiez arriver jusque là-haut. Est-ce qu'il était démonté à la base ou voilà. Ouais, très bonne question, et c'est vrai que j'avais pas le temps de détailler la procédure d'installation. En fait, c'est tout simplement un système de treuillage. Donc il y a des points d'ancrage en haut de la machine qui permettent justement de tirer tout simplement avec des treuils ce bras. Et il est prévu lors de la conception et de la fabrication des machines d'avoir justement les points d'attache du futur bras mécanique qui sont déjà prévus. Et ça a été le fruit justement des discussions qu'on avait avec la société Liftra, que j'avais mentionné, et qui a développé ce bras mécanique. Donc pour le transport, c'est dans un conteneur simple, c'est pas du tout un combo exceptionnel, et c'est ce qui permet aussi la rapidité de l'intervention, qui est vraiment le plus gros gain en fait de ce type d'opération. Alors une question là-bas. Bonjour, je suis Jean-Noël Gardera. En fait, je suis étudiant en licence pro maîtrise énergie et développement durable. Alors moi, j'ai une question au niveau des... Alors, ça n'a pas été évoqué au niveau des points d'innovation, mais je voudrais savoir s'il y a un effort de recherche qui est fait au niveau du bruit, parce qu'on sait que c'est un des problèmes majeurs en termes d'acceptabilité sociale, qu'actuellement le seuil qui avant était à 30 dB a été rehaussé à 35 dB, et on sait tous qu'en fait qu'il y a une vraie problématique d'acceptation sociale, et notamment sur cette question du bruit. Alors je voulais savoir s'il y a vraiment des efforts et un investissement fort fait sur cette question-là au niveau industriel pour apporter des réponses technologiques à cette problématique-là. Excellente question. Bon, je la prends aussi. C'est une très bonne question et c'est un vrai enjeu sur le terrain. Dans le panel, il n'y a pas de développeurs de projet, mais je pense qu'ils s'associeront à moi en disant que c'est effectivement un des plus gros problèmes qu'ils rencontrent sur site. Mais il faut quand même voir que même si en local, c'est effectivement une problématique forte pour l'environnement autour des machines, pour les industriels et les développeurs de projets, c'est économiquement vraiment un gros levier pour avoir des projets qui soient aussi rentables. La réglementation est quand même très stricte en France par rapport à d'autres pays. Et aujourd'hui, les machines qui sont les plus capables de respecter ces niveaux acoustiques sont celles que les clients vont privilégier, car amenant à des pertes de production qui sont bien moindres. Donc c'est un réel enjeu pour nous en tant qu'industriels d'avoir des machines qui soient silencieuses. Et pour moi, il y a deux piliers de développement là-dessus. Le premier, c'est le profilage des pales, qui permet vraiment de mieux capter l'énergie du vent, mais aussi de limiter les émissions sonores derrière, suivant le profilage. Et derrière, la flexibilité des différents modes acoustiques qui sont disponibles pour la machine. Donc l'organe de contrôle de la turbine vient récupérer en temps réel la vitesse du vent, la direction, le temps dans l'année, et la température aussi, qui joue de plus en plus, pour voir quel est en fait le niveau sonore qu'il va falloir mettre en place dans la machine et combiner les différents modes en fonction de ces conditions en temps réel. Donc il y a vraiment ces plans de bridage acoustique qui sont calculés avant l'installation des machines par des bureaux d'études acoustiques, qui sont implémentés dans les machines lorsqu'on les installe, et après la réception acoustique post-installation, il y a un réajustement de ce plan acoustique aussi, qui permet de se recaler par rapport à la réalité du terrain. Un dernier point que je n'ai pas mentionné, c'est les serrations. Des petites options qui sont maintenant quasiment sur toutes les machines, sur tous les parcs, où c'est des peignes qu'on va mettre sur le bord de fuite des pales, sur le dernier tiers de la pale, pour vraiment fluidifier le flux d'air sur la pale, puisque forcément, le flux d'air, que ce soit à la racine ou en bout de pale, est différent. Et c'est aussi ce qui va créer une partie des émissions sonores. Le bruit d'une machine, c'est le bruit aérodynamique des pales, tout simplement. Donc ces petits peignes vont vraiment réduire, des fois par 2, la puissance sonore des machines. Et ça permet vraiment une acceptation qui est beaucoup plus importante et des clients plus contents puisqu'il n'y a pas de perte de production associée ou beaucoup moins. Alors peut-être, et pour finir, c'est moi qui relance Bruno Alain sur par rapport au bruit notamment. C'est vrai, ça peut être ça aussi, puisqu'il y a des capteurs, il y a au niveau de comment on surveille une éolienne, il y a l'inspection, vous en avez parlé, mais il y a tout un tas d'une batterie de capteurs, ça devient vraiment colossal, non, le nombre de petites machines qui viennent comme ça suivre l'évolution, et je crois que le bruit fait partie des choses qui sont mesurées, non ?
Oui, alors moi j'avais plutôt les capteurs en tête, plutôt les accéléromètres qui sont très à la mode en ce moment. Et donc aujourd'hui, systématiquement, toutes les machines sont équipées déjà de capteurs vibratoires. Donc ça permet de faire de la maintenance prédictive sur la chaîne cinématique. On peut y rajouter une couche d'intelligence artificielle pour être encore un petit peu plus pertinent sur la prédiction. C'est-à-dire qu'on va voir, en faisant du machine learning et de la modélisation, on va voir le défaut apparaître un petit peu plus tôt. Donc ça c'est le futur aujourd'hui. Et puis, donc on peut aussi traiter la donnée, les données machines en temps réel, là, qui viennent du SCADA, le fameux contrôleur, l'ordinateur de bord des machines. Et en se pluguant dessus, en récupérant cette donnée en temps réel, et en la traitant toujours avec de l'intelligence artificielle, on peut repérer des sous-performances. Il faut attendre un petit peu que ça mouline, mais on peut faire du traitement intelligent. L'ultime question, puisqu'il y a quand même, voilà, je note pas mal de jeunes, d'étudiants voilà, qui veulent aller sur ces filières-là. Pour vous, alors je parle peut-être, vous êtes le plus généraliste, mais la question est ouverte si vous voulez compléter. Vers quel type d'activité vous les engageriez à aller voir du côté de l'éolien? C'est quoi les métiers de l'éolien qui vont vraiment, il y a vraiment des besoins quoi, humains? Il y a plein de métiers au niveau ingénieur. Donc là, nous, on peut prendre quasiment des jeunes sortis d'école en data analyst. Donc il faut aimer les maths et les codes. Mais c'est pas pour moi. Voilà, c'est pas pour moi non plus. Mais voilà, là il y a du boulot. Après il y a des métiers très spécifiques. Alors il y a les ingénieurs généralistes pour faire du développement de projet, pour faire de la chefferie de projet, donc à tous les niveaux, à tous les stades, au stade dev, construction et exploitation. Après, on parle plutôt de gestionnaire d'actifs en exploit. Donc ça, c'est pour les métiers d'ingé. Il y a de la finance aussi. D'ailleurs, ça c'est aussi ouvert pour les ingénieurs. Et puis côté technicien, il y a toute la maintenance. Et nous, on recrute essentiellement des techniciens seniors qui ont 5 à 10 ans d'expérience et qui deviennent des experts naturellement. Donc sur un cursus BZ2E, Greta, etc., enfin, comme notre cher intervenant tout à l'heure qui est intervenu, donc on peut très bien, il peut avoir un plan de carrière en commençant par la maintenance et finir sur de l'expertise ou de la gestion d'actifs. Rien à dire. C'est complet. C'était complet. Peut-être des chiffres en termes de recrutement, en tout cas je ne sais pas chez Enercon, mais on est sur à peu près 40 à 60 recrutements par an chez nous, en France. Donc voilà, il y a de la place aussi dans ces nouveaux secteurs pour justement bénéficier de toutes ces nouvelles formations qui commencent à fleurir sur les ENR. Donc les portes sont grandes ouvertes chez les turbiniers, chez les experts indépendants, les développeurs et tous les acteurs de la filière. Parfait. Les contacts peuvent être pris hors estrade. Merci à vous. On va enchaîner tout de suite avec une séquence. Voilà, si vous pouvez Voilà, on va enchaîner avec une séquence sur la protection de la biodiversité, les technologies qui sont à leur service, et on va introduire le sujet par un petit film pendant que les deux intervenants peuvent me rejoindre. Donc c'est un film de la Compagnie nationale du Rhône sur leur technique et qui utilise... Voilà, c'est parti, c'est en place. On va écouter le film. Ici, nous sommes sur le parc éolien de Planaise, dans la commune de Saint-Georges-les-Bains, en vallée du Rhône. C'est un parc emblématique pour la Compagnie nationale du Rhône pour 3 raisons. D'une part, ça a été le dernier parc développé et construit en vallée du Rhône. D'autre part, il a fait l'objet d'une campagne de financement participatif qui a été un grand succès. Et par ailleurs, ça a été le premier parc éolien équipé avec un dispositif de détection et de régulation en faveur des oiseaux.
principe du système, c'est qu'on a les images des caméras en temps réel. Là, on a un exemple d'image qui a été enregistré lors des essais de drones de ce matin. En fait, en continu, le système fait des ronds blancs sur tout ce qu'il estime pouvoir être des oiseaux. Et quand le réseau de neurones estime que c'est un oiseau, il fait un cercle rouge autour. Puis on voit l'éolienne qui s'arrête. Et on essaie aussi d'améliorer le système dans ce sens-là. En fait, les réseaux de neurones qui sont derrière sont constamment en train d'apprendre. On leur donne constamment de l'information pour que les marges d'erreur soient de plus en plus faibles. Les caméras nous ont permis aussi d'améliorer les connaissances scientifiques et notamment la détection des oiseaux. On a de l'activité de rapace, notamment pendant les périodes migratoires où on peut avoir une trentaine, une quarantaine de passages d'oiseaux par caméra. Le système voit a priori 6 fois plus d'oiseaux qu'un ornithologue qui est au pied de l'éolienne qui essaie de surveiller ce qui se passe. Et il s'est avéré aussi que le comportement des oiseaux a évolué. En 2018, lorsque les premières détections ont été recensées, à peu près un tiers des rapaces volaient à hauteur de retors. Aujourd'hui, c'est à peu près 10% des trajectoires de rapaces et grands voiliers recensées au niveau du retors. Ça veut dire que les rapaces et les grands voiliers ont appréhendé ce parc éolien dans leur comportement de transit, de déplacement et de vol. Voilà, donc ça c'est un aperçu assez concret d'une technologie utilisée par la Compagnie nationale du rôle en tant qu'exploitant. C'est une technologie donc, qui vient de l'entreprise Sense of Life. Donc nous avons ici avec nous Caroline Coisnard. Et puis, à ses côtés, nous avons Henri-Pierre Roche, qui est le dirigeant d'une autre entreprise dont on va voir le système, sur les mêmes objectifs. Donc, on voit qu'il y a une diversité d'acteurs, ça c'est intéressant. Biodiv Wind. On va commencer avec vous, Caroline. Sur déjà, bon voilà, on sent que ça commence à prendre. Quels sont les retours d'expérience un peu sur ces équipements en termes d'efficacité et les relations aussi avec les exploitants, etc. On se doute qu'il y a un coût, donc c'est vraiment peut-être réservé à quelques sites, pas davantage. Alors, je dirais qu'il y a des enjeux aviphonistique un petit peu sur tous les sites. Mais effectivement, ce genre de dispositif, il y a un coût à l'installation. Donc, il est important pour les exploitants de penser, bien sûr, au retour sur investissement. Donc, je dirais qu'actuellement, on a ce déploiement de dispositifs sur les parcs éoliens sur lesquels on a montré qu'il y avait de trop forts enjeux aviphonistiques et finalement, il y a des impacts qu'on retrouve au sol. Et là, c'est problématique pour les parcs éoliens et pour l'avifaune, de toute façon, puisque du coup, un parc éolien, il faut le savoir que quand il y a une espèce qui est trouvée, qui est emblématique, protégée, etc., le parc éolien va être bridé à certaines périodes. Donc nous, avec Biodiv Wind, on va vraiment se placer sur ces situations où, pour permettre une préservation de l'avifaune beaucoup plus pertinente et puis une préservation également du productible, on va pouvoir mettre ces caméras pour concilier les deux. En gros, pour ceux qui ne connaîtraient pas ça, et j'espère que vous allez me dire si je me trompe dans ma compréhension, sur des sites à enjeu, l'administration va dire à partir de telle vitesse de vent, d'une certaine température, les machines doivent s'arrêter, point. Et vous derrière, alors vous, avec évidemment l'exploitant qui essaye de négocier avec l'administration, dit attendez, on va essayer de regarder ça plus finement. C'est ça ? C'est ça. En fait, sur les oiseaux, alors sur les chauves-souris, on a aussi des conditions météo qui sont vraiment très regardées. Sur les oiseaux, par exemple, on va avoir des cas d'enjeux de Milan Royal, par exemple, qui vont être particulièrement sensibles aux éoliennes. Et à ce moment-là, s'il y a des impacts de Milan Royal, on va arrêter du lever du soleil au coucher du soleil pendant toute la période de migration, par exemple. Donc en termes de production derrière d'énergie renouvelable, c'est très négatif.
Et puis à l'inverse, peut-être que sur le mois où on va arrêter les éoliennes de manière très stricte, finalement, 2 jours après, c'était la vague de migration du Milan Royal. Donc ça ne s'adapte pas forcément exactement à la réalité du terrain. Donc là où les éoliennes peuvent pallier ce problème, c'est d'analyser en temps réel les oiseaux qui passent sur le parc éolien et de s'arrêter en fonction. Et ça, il faut que donc l'administration soit d'accord pour que vos outils puissent en fait regarder de près, que ça soit pris en compte. Ça se passe comment ? Ça devient, ça se normalise, on va dire ? Alors, le chemin est long et sinueux, mais en fait, on a actuellement ProBird, en tout cas, on est sur 8 des 13 régions métropolitaines. Donc déjà, dans ces 8 régions, on a pu faire valider nos dispositifs par les DREAL et vraiment prouver l'efficacité de ces dispositifs. Après, je ne sais pas sur les 13 régions sur Biodiwinds, mais voilà, donc auprès de chacune de ces DREAL, on a à chaque fois la validation de ce dispositif sur chaque parc éolien. Donc après, ça fait office d'exemple pour les autres parcs de la région. Voilà. Et un des enjeux, donc là c'est en dehors, c'est vrai que hier, pour ceux qui sont venus, il y avait un atelier spécifique éolien et donc réduction de la mortalité des oiseaux, avec donc un programme de recherche partenarial mené par l'Université de Montpellier, CNRS, sur justement l'évaluation de vos outils en fait, et une espèce d'harmonisation, puisque si on a bien compris, pour le moment, c'est un peu aléatoire et en fonction des régions, et de l'implication des directions régionales. Voilà, il n'y a pas de vision nationale pour le moment, et on a des outils aussi différents. Chacun essaye d'avancer. Vous êtes aussi en concurrence les uns avec les autres, mais il y a un intérêt commun qui est partagé. Donc, c'est pas très évident tout ça. Vous vouliez, Caroline, faire un focus sur justement une question très sensible, et notamment en Occitanie, c'est la question des chauves-souris. Parce que là, vous avez développé quelque chose de particulier là-dessus. Est-ce que vous pouvez en parler quelques, j'allais dire, secondes? Alors oui, donc pour le cas de la préservation des chauves-souris dans l'éolien, c'est un taxon qui est aussi touché et qui peut avoir certains impacts. Donc en fait, on a développé un dispositif qui s'appelle ProBat, où on va avoir en fait 3 niveaux de bridage des éoliennes. Alors le premier niveau, on va dire qu'on le connaît bien, puisque c'est le bridage sur seuil qui est prescrit, on va dire, de manière un peu systématique maintenant dans les arrêtés préfectoraux et ceux de la construction des parcs éoliens. Donc je ne vais pas forcément le détailler, c'est pour des vitesses de vent et des températures très précises, on va arrêter à un certain seuil. La biologie, elle est un petit peu plus complexe que ça, finalement, puisqu'on n'a pas forcément, par exemple, des chiroptères à 5,9 mètres secondes, et puis à 6,1 mètres secondes, on n'en a plus. Voilà, c'est des courbes d'activité. Donc, le deuxième niveau de bridage, on va dire que ça va être le calcul d'un risque théorique de collision en fonction de ces 4 facteurs, donc la date, l'heure, le vent et la température, mais selon ces courbes d'activité. Donc c'est vraiment un algorithme qu'on va dire multifactoriel qui va prendre en compte ces 4 facteurs de manière un peu plus fine par rapport à la réalité du terrain. Mais ça reste théorique. Et donc, du coup, le 3e niveau de bridage qu'on va appliquer avec ProBat, ça va être de pondérer ce risque théorique de collision par l'activité en temps réel qu'on va mesurer sur le site. C'est-à-dire que si le risque théorique est fort, mais qu'il n'y a aucune chauve-souris de sortie, ce n'est pas la peine d'arrêter les éoliennes. Ça, c'est valable, par exemple, pour des journées vraiment très chaudes l'été, et on en a de plus en plus. Donc, c'est trop chaud au niveau de la température pour les chauves-souris. En général, c'est des situations qui sont prises en compte quand même par les bridages sur seuil, alors que finalement, il y a très peu d'activité. À l'inverse, quand le risque est bas, mais que l'activité des chiroptères est élevée, là, dans ce cas-là, ça vaut le coup d'arrêter les éoliennes, même si ça sort un petit peu du cadre des seuils. Par exemple, dans les migrations, où on a des noctules qui vont voler pour des vitesses de vent très élevées. Donc, un bridage dynamique permet vraiment d'affiner le bridage en fonction de la réalité du terrain. Ok, peut-être à développer en fonction des questions, parce qu'effectivement, là, ça mériterait d'être visuellement compris. Voilà, peut-être qu'il y a des questions qui viendront là-dessus. Merci Caroline. Donc, je propose qu'on fasse la petite intro avec Biodiwinds qui va
compléter au niveau du film. Alors c'est un film de la télévision allemande, puisque le matériel a été utilisé déjà dans d'autres pays que la France. Donc c'est en allemand, mais normalement nous aurons la traduction simultanée dans la salle en français. Ausbau. Der Rotmilan kommt in der Region sehr häufig vor. Die Abschaltung am Tage soll die Tiere schützen. Dabei ist die Population der Vögel hier auf der Paderborner Hochfläche trotz des Ausbaus der Windkraft seit Jahren stabil. 4 Monate später. Windparkbetreiber Lackmann versucht, sein Problem zu lösen. Ein niederländisches Team und dieser seltene Vogel sollen für längere Betriebszeiten des neuen Windparks sorgen. Wir haben jetzt eine weibliche Wanderfalke. Ja. Okay. Weil eine weibliche etwas größer, ja. 57 Gramm. Jetzt machen wir einen Test, ob der Windmühle aufhört zu laufen, wenn wir in die Nähe kommen mit dem Vogel. Das heißt, die Windmühle soll anhalten, wenn ihr mit dem Vogel in die Nähe kommt? Richtig, richtig. Das wollen wir uns anschauen. Ja, fangen wir an. Bist du bereit? Der Robobird wird normalerweise eingesetzt, um an Flughäfen andere Vögel zu verscheuchen, die den Flugverkehr stören könnten. Heute wird getestet, ob Kameras am Turm den Vogel erkennen und die Windkraftanlage gebremst wird. Jetzt gucken wir uns an, ob das stehen bleibt. Mal sehen, ob das stehen bleibt. Also ist relativ nah dran jetzt. Ja. Begleitet wird der Versuch von einem Mitarbeiter eines vereidigten Sachverständigenbüros. Sie dreht sich langsamer, ne? Ja, eindeutig. Entscheidende ist ja, dass die Vögel langsame Bewegungen noch erkennen können und ausweichen können. Das heißt, wir müssen bestimmte Blattspitzengeschwindigkeit unterschreiten, die sozusagen vogeltypisch noch erkannt werden. Und das Gewässer, funktioniert das? Wir werten ja zurzeit die ersten Daten aus. Ja. Bis jetzt sieht es vielversprechend aus. Man muss natürlich jetzt die Endanalyse abwarten. Wie fanden Sie den Versuch gerade? Das sah schon ganz gut aus. Nach sicherer Landung Auswertung des Versuchs im Büro von Johannes Lackmann. Hi, Mr. Sony. Hi. Nice to meet you. Hier werden auch weitere Daten des Kamerasystems analysiert. 1,5 Jahre hat es den Himmel nach echten Greifvögeln abgescannt. Jetzt wird untersucht, ob sich die Windkraftanlage auch jedes Mal abgeschaltet hat. Wir wollen damit erreichen, dass wir im Windpark Wohlbedacht, wo wir jetzt extreme Auflagen haben, die Anlagen wirtschaftlich betreiben können, indem sie durchlaufen und nur dann abschalten, wenn die Vögel wirklich mal da sind. Die neue Technologie könnte den Konflikt zwischen Vogelschutz und Windenergie reduzieren. Artenschutz ist einer der häufigsten Klagegründe gegen Windkraftanlagen. Erschweren den Ausbau. Voilà, une autre illustration concrète. Donc Henri-Pierre Roche, c'est vous qui nous avez donné ce petit film qui illustre, je trouve, très bien ces technologies. Là, on est au-delà de l'action, on va dire, de l'ornithologue qui observe, et il peut y avoir cette fonction d'observation. Mais là, on est sur une action directe sur la machine. Vous, depuis combien de temps vous développez des systèmes comme ça? En termes d'amélioration, qu'est-ce que vous diriez sur l'évolution de vos systèmes globalement? Bonjour, merci pour votre invitation. Alors, Biodivouine, on a équipé aujourd'hui, ou on est en cours d'équipement de près de 250 machines, près de 250 éoliennes. On travaille dans 7 pays européens. On est actif depuis 2015, mais en fait l'idée est bien plus ancienne puisqu'elle date de 2008. À l'époque, ça n'intéressait pas grand monde. Aujourd'hui, on voit que ça a pas mal évolué. On est passé d'ailleurs par différentes technologies. On a beaucoup travaillé sur le radar initialement, puis finalement on n'était vraiment pas satisfait des résultats en contexte éolien. Donc on a basculé sur la vidéodétection. On a été aidé par le boom de la vidéosurveillance qui nous a permis d'avoir des capteurs extrêmement de très très bonne qualité à des prix défiant toute concurrence.
Et donc, en fait, notre job aujourd'hui... Alors, moi, je suis ornithologue, mais... et l'idée, c'était évidemment de pouvoir faire que les éoliennes puissent tourner sans qu'il y ait trop de mortalité d'oiseaux. Mais aujourd'hui, techniquement, en gros, ce qu'on fait, c'est de la vidéosurveillance appliquée à un sujet particulier qui est effectivement la détection des oiseaux dans un contexte qui est lui aussi particulier, qui est un champ d'éoliennes, où il y a plein de pales qui bougent, et il va falloir détecter l'oiseau qui bouge au milieu des pales qui bougent. En fait, le challenge, il est là. Et alors, juste une parenthèse peut-être sur le fil, après je reviendrai sur effectivement les évolutions dans le temps de ces systèmes. Ce que vous avez vu, ça répond peut-être à votre première question sur les processus de qualification des systèmes. Effectivement, il ne s'agit pas... Alors, il y a un besoin qui est aujourd'hui de protéger les oiseaux pendant la phase d'exploitation des éoliennes. Il y a des technologies qui aujourd'hui sont accessibles, c'est des technologies de vidéosurveillance. Donc finalement, il y a un marché, il y a des opportunités. Il y a pas mal de gens qui viennent sur ce marché-là, il y en a tous les jours et c'est normal. Et on a un vrai besoin aujourd'hui de processus de normalisation, de qualification. Et ce que vous avez vu, ce sont justement des tests... Même si ça peut paraître très sympathique d'ailleurs comme job de faire voler un drone, en fait, c'est des tests extrêmement sérieux, encadrés au niveau fédéral, avec des protocoles qui sont extrêmement précis, justement pour mesurer les distances de détection, les distances de reconnaissance des espèces, la vitesse de ralentissement des machines. Donc on est sur des sujets qui sont très, très sérieux, beaucoup plus avancés en Allemagne qu'en France. Ça fait peut-être écho aussi à la discussion et à la table ronde que vous aviez hier sur le programme MAP, puisque l'Allemagne a sorti au niveau fédéral ses guidelines de qualification des dispositifs de détection. Donc maintenant, on connaît les règles du jeu. En France, elles ne sont pas encore complètement stabilisées. Mais bref, on profite quand même de l'expérience qu'on acquiert aujourd'hui sur ces marchés très exigeants qu'est notamment le marché allemand. Alors, en termes d'évolution technologique, en fait, on est très proche des éléments qui ont été évoqués à la première table ronde, là, avec nos collègues de 8.2, etc. Finalement, on fait quoi? On va poser des capteurs et on va essayer d'analyser de la donnée en temps réel et le plus précisément possible. Donc, notre travail quotidien, c'est toujours d'améliorer les capteurs et les capacités de détection, accélérer les modèles pour qu'ils soient les plus précis possibles. C'est un challenge, et là, pour nous, d'ailleurs, il y a un challenge qui n'est pas que technologique, il est aussi réglementaire. Je vais vous donner un petit exemple. En France, il y a beaucoup d'espèces protégées. Ça va du vautour moine qui fait 3 mètres d'envergure au faucon cresserellette qui fait 75 cm. Et il va falloir, sur une même machine, être capable d'identifier toutes ces espèces en même temps, parce qu'en plus, elles sont susceptibles toutes d'être présentes autour de ces machines-là. Donc, nous, notre logique peut-être, d'ailleurs, plutôt que de pousser à fond l'identification, on va au contraire faire des modèles qui sont moins spécifiques, plus généralistes, puisqu'on sait qu'on va travailler sur plein d'espèces. Mais ça peut être intéressant aussi parce que du coup ça fait des puissances informatiques nécessaires moins importantes, donc des coûts plus accessibles. Alors qu'en Allemagne, ils vont nous dire non, le seul truc qui nous intéresse c'est le Milan Royal, le reste on s'en fiche, réagissez que sur le Royal. Et là par contre on va travailler sur des modèles très précis, très pointus. Du coup ce sera de la puissance informatique supérieure, mais comme on travaille aussi sur des plus grosses machines, puisqu'on équipe des machines qui font 6 MW, économiquement le client s'y retrouve. Là, on a vu sur le film, ça a été dit aussi sur le premier, ce système de neurones. Hein, donc, c'est en gros, on est sur de l'intelligence artificielle. Est-ce que là, aujourd'hui, on peut dire qu'on est avec encore une grosse marge d'amélioration, comme disait Bruno Alain, sur les machines, ou est-ce que là, on est en vitesse de croisière sur vos technologies? Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on a d'ores et déjà de bons résultats. Nous, on équipe beaucoup de parcs qui ont été accidentogènes, sur lesquels il y a eu des mortalités conséquentes, donc on les a équipés après, et derrière on a plus de mortalité. Alors pas toujours plus du tout, parce que des fois on peut se louper aussi, mais je pense à des parcs sur lesquels il y a pu avoir des mortalités de 3 vautours par an, et on a eu un vautour accidentel en 4 ans, parce que dans des conditions extrêmement particulières, parce que c'est là où c'est intéressant, c'est que la nature elle est imprévisible. Hein, et vous pouvez vous dire que vous connaissez une espèce, en fait vous la connaissez pas, parce que vous la voyez finalement pas vivre dans toutes ces conditions où la caméra arrive à la capter. Et donc on continue à apprendre et on continue à affiner effectivement les modèles de détection. Aujourd'hui, il me semble qu'on est déjà sur des niveaux d'efficacité qui sont satisfaisants, notamment en termes de détection et de capacité de détection. Clairement, là, ce qui va il va falloir quand même... vous savez, quand on a des détections... Plus on veut être précis, plus on risque de louper des choses. Ça s'appelle des faux négatifs.
on ne peut pas avoir de faux négatifs en détection d'oiseaux. Okay, on n'a pas le droit de se louper. Du coup, parfois, on peut être excessif dans les réactions du dispositif et on a... perdre de la production, du coup. Exactement, pour rien. Donc là, tout notre travail, c'est de mieux comprendre l'environnement. Par exemple, personne ne savait qu'il y avait plein d'insectes qui venaient autour des machines. Nous, on l'a su parce que comme on fait de la détection d'éléments volants, on voit qu'il y a plein d'insectes autour des machines et ça pouvait créer énormément de faux positifs, donc des arrêts inutiles. Donc on travaille sur des modèles qui vont nous filtrer tous ces éléments-là de façon à gagner du productif. Alors, pareil, gardez-en un peu sous la pédale. Quelques questions avant d'être sur la dernière table ronde sur la partie recyclage éco-design avec notamment vraiment nos amis allemands qui nous montrent la voie. Chaque fois, on en parle. Là. Donc là, on aura l'Institut Fraunhofer avec nous sur le recyclage des pales. Une question avec une présentation de qui vous êtes. Bonjour, Denis Maréchal, Bureau d'études environnement Théo-Eco. J'ai été interpellé par votre remarque sur la technologie radar, parce qu'on sait, on se doute en tout cas, que les caméras vont moins bien fonctionner s'il y a du brouillard, s'il y a des problèmes de contraste paysager qui voilà, empêchent une détection fine, précise ou rapide. Je voulais savoir un petit peu pourquoi cette technologie était abandonnée et qu'est-ce qu'on fait dans des cas compliqués, avec du brouillard notamment, ça arrive sur certains parcs, et pour pouvoir qualifier justement l'efficacité de ces systèmes dans un peu toutes les conditions paysagères, météorologiques, etc. Je dis ça parce qu'on est intéressé, nous, à savoir un petit peu comment on peut qualifier l'efficacité de ces systèmes-là pour pouvoir les simuler. Merci. Je peux répondre sur... Alors, peut-être que d'autres trouveront la martingale avec le radar. Nous, on ne l'a pas trouvé. D'abord, le brouillard a un impact sur le radar. Le brouillard va disperser les ondes. Alors, je peux être très technique, si vous voulez, parce que j'ai beaucoup travaillé le sujet. On va faire court. Mais pour faire très simple, le radar, c'est très bien dans un environnement qui est complètement dégagé. Okay, il faut qu'il n'y ait pas d'encombrement. Un parc éolien, c'est encombré, par définition. Donc, trouver une cible mobile à travers d'autres éléments mouvants qui sont les pales des éoliennes avec un radar, à notre sens, c'est ingérable. Et d'ailleurs, il me semble que tous ceux qui proposent aujourd'hui des solutions radar sont plutôt dans une logique de surveillance périmétrique autour du parc éolien. C'est-à-dire, sauf que ce qui se passe à l'intérieur, ils ne savent pas. Donc, alors, c'est bien sur le... alors, je pense que c'est bien sur le papier. Sur le terrestre et en réalité dans un parc, ça me semble être beaucoup plus compliqué. Alors peut-être qu'il y a des situations qui font que ce soit possible, mais c'est un peu délicat. Après, pour effectivement, les limites, tous les systèmes de détection ont des limites physiques. La vidéodétection, clairement, le brouillard, c'est effectivement une limite. Ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on ajoute un visibilimètre qui permet de savoir si on est en mesure d'atteindre la distance de détection nécessaire que nous a fixé ou l'administration ou les biologistes. Donc il y a d'autres capteurs qui peuvent venir répondre à cette question-là. Alors un complément rapide de Caroline Coisner. Oui, je rebondis un petit peu sur le radar puisque du coup nous on l'utilise pour le coup à Sense of Life et c'est très utile dans pas mal de situations, notamment là avec l'ADREAL Hauts-de-France, on est sur l'étude des impacts cumulés par exemple des parcs éoliens avec leur densification sur la biodiversité, sur notamment les voies de migration. Donc du coup on a cette capacité avec le radar de faire de la détection de la biodiversité à des très grandes distances. Pour les oiseaux, ça peut aller jusqu'à 10 km, pour les chauves-souris jusqu'à 2 km. Donc là, on a une vision, on va dire, plus macro de ce qui se passe sur le site. Mais effectivement, il faut regarder in situ, même au niveau de du terrain, si on n'a pas de zone blanche, par exemple, pour le radar. Donc ça s'adapte vraiment à chaque site. Voilà, une question ici. Alors, s'il vous plaît, donc une question et réponse courte, et il y aura une dernière question ici, et après on enchaînera. Bonjour, Caroline Ami de Valeco. Je voulais savoir si votre technologie peut être adaptée à l'offshore. Alors oui, avec le développement de l'offshore, on a effectivement le développement de nouvelles technologies. Alors les caméras, elles s'adaptent effectivement très bien, que ce soit de l'onshore ou de l'offshore. On va dire les limites sont peut-être par contre un peu plus accrues dans l'offshore. Donc on va, comme l'a dit M. Roche, mettre beaucoup plus de conditions à la vidéodétection.
Après, sur l'offshore, on a aussi d'autres technologies qui peuvent se développer pour justement suivre les chiroptères en offshore aussi, pour savoir si les parcs attirent les chauves-souris trop loin des côtes, par exemple, ou alors des caméras sous-marines qui vont étudier la recolonisation des fondations des éoliennes par les poissons. Donc il y a aussi énormément d'outils qui se développent avec le développement de l'offshore. Non, rien de plus. C'est les mêmes éoliennes. Le milieu est différent. C'est les mêmes éoliennes, c'est des oiseaux ou des chauves-souris. Donc il n'y a aucune difficulté pour appliquer ces systèmes. On est déjà en train de travailler avec plusieurs opérateurs pour des équipements de machines, effectivement, en France. Ok, dernière question sur cette partie. Bonjour, monsieur Bruno Roux de l'entreprise L'Avion Jaune. Bon, j'avais la même question qui vient d'être posée, donc merci. Et une autre sur la partie instrumentale. Je voulais savoir si vous aviez déjà testé les capteurs LIDAR pour ce genre de détection. Alors LIDAR, non. On est sur des. En fait, nous, il y a un enjeu sur que ce soit pour les détections chauves-souris ou d'oiseaux. En fait, on détecte sur des périmètres qui sont très larges. Un oiseau, théoriquement, on va prendre l'exemple du Milan Royal, un truc simple. Il peut arriver par le haut, par le bas, par la droite, par la gauche. Même s'il est en migration, il va faire demi-tour parce qu'il a vu une souris de l'autre côté. En fait, ils vont pouvoir arriver de tous les côtés et vous devez surveiller tous les côtés. Et c'est ce qui a amené, je pense, nous faire l'expérience de nos ornithologues à Biodivine, c'est pas se concentrer sur des secteurs. Il faut vraiment tout regarder si on veut être réellement efficace et garder aussi la trace de ce qui s'est passé. Et le LIDAR, c'est extrêmement ponctuel. Alors, il est à 360, sauf qu'il est mécanique, donc il tourne. Voilà, donc de toute manière, il y a un moment, il va avoir l'éolienne en face de lui, il va avoir une zone d'ombre derrière, donc il risque d'y avoir plein de sujets et il ne va pas pouvoir scanner l'environnement en permanence tout autour. Les oiseaux, on est en période de migration, vous allez avoir 3 Milan Royal qui arrivent par la gauche, 2 qui arrivent par la droite et 1 qui arrive par le dessus. Un LIDAR seul, il n'y arrivera pas. Par contre, un jeu de caméras qui permettent de créer un dôme de détection autour des caméras, vous y arriverez. Alors, ceci dit, je veux bien essayer. Après tout, on a déjà essayé tellement de choses, on pourrait essayer aussi ça. Alors, peut-être un petit complément, ou sinon... Oui, bah, juste effectivement dire que pour surveiller à 360 degrés un parc éolien dans son entièreté, on va justement modéliser l'emplacement des caméras sur les mâts des éoliennes pour être certain de couvrir l'ensemble du parc éolien, oui, à 360 degrés. Merci à vous pour cet exposé très complet. Merci à vous pour les questions très précises. On attaque la dernière partie tout de suite. Merci. Donc, je vais demander à Marc Oufcolin de Vestas de me rejoindre. Et tout de suite, on va normalement être en ligne avec le Fraunhofer Institute sur la question de la fin de vie, puisque ça fait vraiment partie aujourd'hui des questions d'actualité. Ce matin, dans cette même salle, on a parlé d'urbanisme circulaire. Eh bien, cet aspect circulaire, l'économie circulaire, c'est quelque chose qui est aujourd'hui un élément important dans l'éolien et ça répond aussi à une demande sociétale. Au niveau du Fraunhofer, je ne sais pas si vous nous entendez. Yeah, I can hear you. I hope you can hear me too. Hello and thank you. Donc nous avons avec nous Christian Dreyer, Holger Seidlitz et Marcelo Ambrosio, donc tous les trois du Fraunhofer. Et vous allez nous expliquer votre travail sur une question qui est primordiale, c'est la question des pales et sur le recyclage notamment des composites, des pales existantes dont aujourd'hui on ne fait que du broyat, hein, sauf erreur de ma part. Là c'est l'idée de réellement les réutiliser, donc notamment sur la fibre de verre qui est quelque chose d'assez compliqué. Où est-ce que vous en êtes là-dessus en Allemagne concrètement? So I think the situation in Germany is like all over Europe, and I would like to say some facts to our research division. So our research division is called Polymeric Materials and Composites. So as the name says, we care about all the things about the composites, the fiber reinforced plastics. So we have good experience in the material development as well as semi-finished components. We are very good in simulation and design. And of course, we have a strong group that deals with the structural testings and analytics. So that means we are an interdisciplinary team. So there is one side, mostly the chemists, they care about tailored materials.
And me, I'm personally an engineer. I care about with my staff members about the design and processing technologies. So, and regarding the recycling and the circular economy, we have the goal that we have all competencies in our house. So we have on the one side the people that care about the materials, regarding the chemical recycling of polymers we will talk later about, and that includes also the fiber reinforced plastics, where we try to detach the matrix from the fiber. And we have also the guys from the engineering that care about the big processes. That means the mechanical recycling processes for wind turbines. And this is, for example, the shredding of wind turbine blades on a field if the plant becomes de-assembled. So, and today, two of my colleagues are here. My partner, most important partner, is Christian Dreyer. He cares about the chemicals at our institute. And Mr. Ambrosio, he's also an engineer. He's in my group. He cares with me about the processing technologies that we are developing. And these processing technologies, for example, special shredding technologies, are the input for Christian Dreyer's people, for example. Yeah, they use these parts, these flakes, for their chemical recycling processes. So this in a short time. Avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même m'assurer qu'on puisse avoir une traduction en français dans la salle pour ceux qui ne pratiquent pas l'anglais courant, surtout que si nous allons sur des données techniques, l'anglais technique, ça va être un peu compliqué pour la compréhension de tout le monde. Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, est-ce que vous avez des prototypes avancés sur le recyclage, parce que vous êtes un institut qui est directement connecté avec la chimie, avec de l'industrie de la chimie. Donc il y a des enjeux qui sont considérables au niveau économique. Où est-ce que vous en êtes au niveau actualité ? Et donc je signale pour les gens dans la salle, excusez-moi, qu'il y a en fait, il fallait les casques à l'entrée. Voilà. Pardon. So we built up in the past demonstrator processes and demonstrators for the recycling and the circular economy. So one big topic was development of a big shredding device that is able to shred rotor blades on a field if they were de-assembled at one time. This was a big challenge and a big goal in case of logistics and also in the case of safe of the environment. Yeah, this is a very important point. And on the other hand, we have developed in the past recycling, chemical recycling and repair processes. But this is something Christian Dyer can explain you more intensive. Alors, on va s'arrêter juste là avec vous parce qu'on a des problèmes de connexion. Je ne sais pas si ça sera mieux pour vous, mais si vous pouviez nous dire aujourd'hui, un des gros problèmes que l'on peut avoir sur le recyclage de la fibre de verre, c'est l'aspect économique. Aujourd'hui, la fibre de verre, en gros, ne coûte pas assez cher pour que ça vaille la peine de la recycler. Comment vous vous en sortez au niveau économique dans vos travaux ? So this is a very important point. In the case of recycling of rotor blades, is always the thing about the money. Yeah. So who wants to pay for what? So in the case of glass fibers, you are right. It's not very attractive to recycle glass fiber reinforced rotor blades. Yeah. In terms of using these rotor blade fibers then for high performance applications again. So this is too expensive because a virgin glass fiber roving at this moment costs around about €1 per kilogram glass fiber. Yeah, and this is completely brand new, and this is endless and is not shopped after the recycling process. So what we did in the past was the build-up of a recycling process, mechanical recycling process, where we were able to detach the glass fibers, and these glass fibers were, for example, used in a new concrete compound system, and this concrete compound system was then also mixed up with some recycling carbon fibers
so that we were able to produce electric heatable compound system. And for example, this concrete system was used, for example, in Hamburg for a new parking place. And with this concrete system, it is possible to de-ice the parking place. So it runs at this moment very good, because in Hamburg we have some snow falling in the past days. J'aimerais bien qu'on entende Christian Dreyer un peu sur cette question, en espérant que la ligne soit meilleure avec lui, parce qu'on a du mal à vous comprendre en fait, hein, au niveau de la liaison, mais on en est désolé. Je ne sais pas si Christian Dreyer, vous pouvez compléter sur cet aspect à la fois technique et économique, savoir qu'est-ce que vous arrivez à mettre en place en Allemagne. Est-ce que là, vous êtes en train de sortir des projets pilotes? Yeah, so I'm working on the field of the chemical recycling. This has several advantages. That means you can win back the fiber as well as the resin system and make from the resin new components. But we have here the challenge that the windmill plates, which are already installed, typically are not easy to recycle chemically. So this means we have to start one step earlier to develop resin which can be used for the windmill plates and can be recycled chemically, so decomposed very easily. And so you have nothing to deposit then afterwards. You can use both parts of the composite, the resin and the fibers. And what makes it even for the newer plates more interesting, as Professor Seidlitz already mentioned, the glass fiber are not extremely expensive, but the longer the windmill plates become, the more content of the high-price carbon fibers is inside. And if you have the chance to win them back in a relatively long length, you can reuse them, but not, this needs to make clear, you cannot reuse them in a windmill plate or something like that, but you can use them in, let's say, components which are produced by injection molding, for example, making some devices for automotive applications and so on. So at the end of the day, you can use this quite price-intensive carbon fibers in other products, and you can use also the resin itself in a kind of other product. So this is not a perfect recycling, but at least you can use them again in components which have quite a high value. À quel pourcentage vous pensez pouvoir arriver de réutilisation? Des matériaux, hein, pourcentage de réutilisation des matériaux. So the English version is missing. Wie viel Prozent können rezykliert werden? Wie viel Materialanteil? Okay. Well, in the ideal case, almost everything could be recycled. Because we did for the aircraft industry some research projects, and you can theoretically win back the complete amount of matrix resin and also all of the fibers. So theoretically, okay, in the real world you have, of course, always a little bit lag, but the chance is quite high to win everything back if the resin system, the resin formulation, is designed to be recycled. So this is a very important point. We think in value chains, and very important is first to create a solution that the chemical recycling process can start. And therefore we have to sectionize the windmill blade, and we have to make it smaller. And therefore we need these shredding processes. Yeah, this is the input then for the chemical recycling. So, and
our focus is, of course, mostly the carbon fiber. It's also possible to get back the glass fibers, but I think in this case, thermal recycling is the better way. Our focus is on the carbon fiber, if we think about recycling processes. There we have also a process built up in a company with Christian's group, and this is a company that cares about the thermocalytic recycling of CFRP waste, for example. Maybe Christian, you can say some facts about it. But this is very important for us, interesting for us, because with this process we are able to get back carbon fibers, and then we can use these carbon fibers. Of course, they are chopped, then the length is reduced. But these fibers, they are very interesting for the people that care about the plastic processing. I think there will be a developing market in this time or maybe in the near future, because these RCF fibers are very interesting for the people that do the compounds for the injection molding processes for the plastic parts in automotive, for example. Ok, on vous garde avec nous s'il y a des questions à la fin, parce que l'heure tourne et je voudrais qu'on prenne du temps un peu avec après les pales existantes qui sont à recycler. On voit le travail que vous menez en Allemagne et qui va sans doute, comme sur les autres sujets qu'on a entendus avant, tirer l'ensemble de l'Europe et nous en France avec vous. Aujourd'hui, il y a un travail sur les pales du futur, on va dire. Et ça, c'est un sujet que je voulais aborder pour finir avec vous, Marcouf Collin. Donc, bonjour. Toujours difficile de terminer, surtout qu'on est en fin d'après-midi au niveau d'Energaia déjà. Donc, vous êtes ingénieur commercial à Vestas. D'ailleurs, vous m'avez dit que vous avez travaillé, c'était la fin de vos études, sur cette question justement du recyclage des pales existantes. Donc c'est un sujet vraiment que vous connaissez bien et qui vous intéresse. Et là aujourd'hui à Vestas, vous travaillez sur, on appelle ça les pales du futur pour faire court, c'est des pales qu'on va dire 100% recyclables sur justement ces questions de résine dont il parlait, voilà, d'arriver à séparer les composants, etc. Et ça se travaille en amont aujourd'hui sur les pales du futur. À quoi elle ressemble cette pale du futur en termes de composition? Qu'est-ce qui la différencie de celle sur lesquelles le Fraunhofer travaille aujourd'hui? Bonjour à tous, merci Franck pour l'accueil. Cette pale du futur, c'est une pale qui est éco-conçue, à l'inverse de la pale d'hier. C'est une pale qui est éco-conçue, c'est-à-dire qu'une résine est en train d'être pensée pour pouvoir être séparée plus facilement des composants qu'elle englobe. La résine, c'est la matrice, et ça va englober plusieurs composants, dont la fibre, mais aussi d'autres composants comme du bois ou des mousses plastiques. Et d'arriver à concevoir une pale à partir de laquelle on peut séparer au bout de 20, 25, 30 ans les différents composants, c'est une première étape. Et ensuite, c'est une pale dont la résine, une fois récupérée, et les fibres vont être réutilisées au bout de la première vie de la pale. On pourrait se dire, mais pourquoi on ne l'a pas fait tout de suite? Question basique. C'est une bonne question. Je pense que ce qu'on observe dans l'industrie éolienne, qui est une jeune industrie, comme vous l'avez rappelé au début de la conférence, c'est que l'éco-conception ne vient pas en premier lieu. C'est une deuxième étape, comme on peut l'observer dans d'autres industries, comme l'industrie automobile par exemple. Elle va quand même venir rapidement, on pourra en reparler, comparément à d'autres industries qui utilisent des matériaux composites, comme l'aéronautique, la construction ou la plaisance. Finalement, on est en train de se rendre compte qu'à travers des recherches d'instituts ou des turbiniers, par exemple, avec des alliances industrielles, on se rend compte que c'est l'éolien qui est en train de mener la voie sur ces enjeux d'éco-conception et de recyclage des composites. Oui, donc en fait, c'est la question de l'argent, toujours pareil, qui guide au court terme les investissements. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des résines qu'on arrive à séparer plus facilement. Sur quel type de procédé vous travaillez? Exactement. Alors, bon, il y a deux grands programmes chez Vestas. Juste pour rappel, Vestas, c'est une entreprise danoise qui est on va dire le pionnier, le leader de l'éolien au niveau mondial. C'est près de 30 000 salariés et 150 gigawatts installés. Et en France,
Nous, on est implanté très localement, vu que on est basé à Pérols. C'est récemment 6 gigawatts installés et à peu près autant en maintenance, parce qu'on s'occupe aussi de la maintenance. Donc on va dire le leader de la conception de pales, le leader qui doit être le leader de la circularité maintenant, pour des turbines zéro déchet, et demain le leader de l'éco-conception. Je ne vais pas m'attarder sur un programme qui s'appelle DecomBlades, qui vise à traiter le parc installé. Là, je vais vous présenter l'initiative CETEC pour le développement des futures pales. L'idée de CETEC, c'est né après un programme de 3 ans qui vient de prendre fin, qui a été un démonstrateur avec l'Université d'Aarhus et l'Institut technologique du Danemark, un démonstrateur sur la faisabilité technique de la séparation de la fibre et de la résine. Donc on a démontré qu'on était capable de le faire. On a parlé d'argent, hein, donc une technologie qui est viable, c'est une technologie qui est aussi viable économiquement et pour laquelle il y a un écosystème autour. Aujourd'hui, il y a un nouvel acteur qui rentre dans la boucle avec Vestas et les universitaires. I think you're right. Sorry, I have a question because the ecosystem is very good in eco-design. But what do you think about the build-up of the blades? Because the build-up of the blades will be in future the same like in the past, or is it optimized regarding the separating processes? What do you think? Sorry, hi Holger. Could you repeat? What do I think about the what? Sorry. My question was, sorry for the bad quality. My question was about the build-up of the blades. So what do you think? Will be there some changes in the future? Because we also care about, we only care about the old blades, yeah? Because these blades are now a recycling problem. But you talked about eco-design. Eco-design means better materials, green materials, of course, sure. But what do you think about optimized build-up of the blades? So that for example, separating processes can be easier performed in the future. Ce que je comprends de la question, c'est qu'est-ce qu'on pense de la conception des nouvelles pales. Et justement, ce qu'on fait, c'est de l'ingénierie inverse. On est parti au début d'un démonstrateur comment séparer une résine d'une pale. Et à partir de ça, on va avoir un cahier des charges pour la conception d'une nouvelle résine pour pouvoir plus facilement itérer et de manière optimisée séparer plus facilement. Donc l'idée avec le nouveau partenaire qui s'appelle Olin, qui est leader de la production d'époxy, c'est de concevoir une nouvelle résine qui garde les mêmes propriétés de la résine époxy traditionnelle utilisée pour les pales en termes de propriétés structurelles mécaniques, mais qui soit plus facile à séparer. Donc moi j'ai entendu pendant la présentation de l'Institut Fraunhofer que pour qu'ils puissent arriver à traiter la fibre et à la réutiliser à 100%, c'est leur objectif par exemple dans l'industrie automobile, il faut qu'il y ait des résines qui soient séparables facilement. Donc ça c'est la première étape, c'est la séparation et c'est vraiment de l'innovation, hein. Donc on est vraiment en train de développer ce programme pour arriver à séparer. Une deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le recyclage chimique, où on va isoler cette résine, on l'a séparée, et on va casser des liaisons très fortes qu'il y a des liaisons polymères très fortes qu'il y a dans cette résine. Pourquoi ? Pour pouvoir revenir à un état moléculaire qui a 2 conséquences positives. La première, c'est que ça va faire comme une baguette magique, ça va annuler les effets de fatigue, donc la résine va perdre sa mémoire en quelque sorte, et revenir les blocs moléculaires vont revenir à l'état de blocs moléculaires vierges, on va dire, en termes de propriétés structurelles. Et la deuxième, c'est qu'on va pouvoir les modeler plus facilement pour pouvoir reproduire une nouvelle résine et à terme des nouvelles pales pour boucler la boucle en quelque sorte. Là, vous en êtes à quel stade? Est-ce qu'on en est à des pales pilotes qui vont être installées sur des sites? Est-ce qu'on en est encore loin? Alors chez Vestas, on n'y est pas encore. Ce programme va durer 3 ans, il a commencé ces derniers mois. Il y a l'intérêt technologique en premier lieu, mais il y a aussi l'intérêt économique et puis aussi l'intérêt industriel. Enfin, je parle d'intérêt, mais c'est un peu des défis. Le but, c'est notamment à travers notre procédé, il utilise une solution acétique comme réactif principal.
qui est une solution chimique dite douce, qui peut donc être manipulée dans des laboratoires assez basiques et qui peut être manipulée sans danger ni sans coût important à travers le territoire. Donc l'idée, c'est de développer cette technologie, qu'elle soit disponible pour être utilisée localement en France dans les régions, si possible régionaliser le traitement après la fin de vie de la première vie de la palle. Surtout qu'on a vu la problématique des transports, donc si on peut éviter de transporter à nouveau dans l'autre sens. Ouais, ça aurait pas de sens de traverser l'Europe pour aller retraiter nos pales. Il y a toujours une affaire d'équilibre entre l'émergence d'une technologie, là on va de recyclage, et son empreinte carbone et son coût. Le but, c'est en tout cas, on part sur un démonstrateur qui utilise une technologie à faible intensité énergétique et donc potentiellement à faible coût. Et on va chercher à améliorer tous les critères, c'est-à-dire localement, coût et empreinte carbone limitée par rapport à la production d'une nouvelle résine. Je propose peut-être une question-réponse avec les personnes qui sont toujours là. Merci. Merci d'être là avec nous. Est-ce que, donc, un jeu de questions-réponses pour terminer, parce qu'il y a encore des choses à dire, en espérant que la liaison avec le Fraunhofer soit bonne. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour eux? Sinon, moi, j'en ai une, c'est justement sur la question du coût. Là, l'objectif, c'est d'y arriver à coût égal ou vous êtes prêt à supporter un surcoût? Alors ça, nous donc il y a un coût d'investissement, bien sûr. Ce coût et cet équilibre économique, il va aussi être, on va dire, conduit et mené par peut-être les contraintes réglementaires. On commence à voir l'introduction de critères de recyclabilité, notamment dans les appels d'offres offshore. Si on doit s'aligner là-dessus, le marché va s'aligner là-dessus et on sera à coût égal, on va dire, sur cette technologie. Le coût sera probablement répercuté en partie chez les développeurs. Pour commencer, il faut être pragmatique. Dans un second temps, l'idée, c'est d'optimiser le coût et d'arriver à proposer une résine qui soit à coût égal avec ce qui est existant aujourd'hui. Une question? Pensez à vous présenter, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Vincent Gratador, Eurocape New Energy, donc développeur de parcs éoliens et photovoltaïques. Juste une question sur la temporalité. C'est quoi l'objectif pour vous? À quelle échéance on peut espérer avoir pour l'ensemble des constructeurs des pales intégralement recyclables de manière réaliste? Alors nous, on ne se mouille pas sur un effet d'annonce. C'est probablement la mentalité danoise. On parle de 2030 en production / installation. On ne veut pas se mouiller sur une date avant ça. Voilà. Alors, je ne sais pas côté Fraunhofer s'il y a un objectif avec une date d'industrialisation possible. So I think the industrialization is not the problem. The problem is always who will be the payer. So, Christian, what do you think? Are you the same opinion? Yeah, absolutely. And I think it's also the politics is of great importance, because when the politics says, okay, in let's say 5 or 10 years, all windmill blades needs to be recyclable, then the industry is of course more forced to develop such recyclable systems, and therefore we can step into this with our recyclable thermosetting resins and also with our technologies. But if there is no strong demand to recycle everything from the windmill, this will take, of course, then a little bit longer. So, to be honest, to say a correct date would be not make sense at the moment. So we can say we are ready for that. So for the new challenge. So we
have optimized and built up the shredding process, for example, for the detaching of the windmills. We are able to, for the chemical recycling, and we are also able to use these recycling fibers and get back received polymers for new polymers, for the synthesis of new polymers. So we are ready, and the upscaling is not a problem, I think. Donc c'est pas un problème technique, c'est un problème politique. Ça c'est clair. Donc vive les cahiers des charges, les appels d'offres avec dedans des contraintes, mais qui tirent tout le monde vers le haut pour pouvoir réellement aussi réaliser et pas être bloqué. Merci à vous tous. On va clore ainsi cette mini-conférence éolienne au sein d'Energaia. Merci à vous tous. Merci aux gens du Fraunhofer. But Mr. Ambrosi wanted to tell us something. Yeah, excuse me. I just have one last short question to Vestas. Regarding the recycling, we're talking about the recycling strategies of duroplastic systems. Are there any intentions to increase thermoplastic materials into the blades as a metric system? Voilà, donc je ne sais pas si tout le monde a compris, mais est-ce que vous avez l'intention, Vestas, de mettre du thermoplastique dans les pales? Donc juste pour résumer, aujourd'hui la majorité des pales produites sont des thermosets ou des thermodurcissables qui utilisent des résines époxy. Et on voit le développement de résines thermoplastiques qui sont vraiment pas à éliminer, donc c'est quelque chose qu'on va regarder. Quelque chose qui est développé par exemple par Arkema avec des pilotes aujourd'hui sur des éoliennes avec des pales LM notamment. On arrive avec des pilotes là, qui commencent à tourner effectivement sur ces résines qui nécessitent pour le coup de l'énergie puisqu'il faut les chauffer pour séparer le process. Pardon. Exactement, et chacun en théorie a ses pros et ses contres. En théorie, la résine thermoplastique va être plus facile à séparer, mais elle a un coût énergétique et économique à la production qui est plus important. Donc nous, le pari qu'on fait, c'est plutôt de rester sur un thermoset classique, époxy, mais on a réussi à démontrer qu'on pouvait technologiquement le séparer, et c'est maintenant dresser un cahier des charges qui permettent d'améliorer, d'optimiser cette résine thermoset, donc pas thermoplastique, pour qu'elle puisse être séparée plus facilement. Mais Vestas a démontré, nous on travaille sur le recyclage du parc installé avec GE, avec Siemens Gamesa, donc on est à l'écoute de ce que fait le marché. Si jamais l'initiative Zebra accélère, si jamais il y a des résultats probants, on peut tout à fait... Zebra, c'est le nom de ce projet, excusez-moi Marcouf, effectivement, si vous pouvez le retrouver assez facilement dans la littérature, il y a un article dernièrement dans le journal des énergies renouvelables là-dessus. Merci à tous, bonne route, bon train de retour, et on vous dit bon courage dans les jours à venir, tenez bon, et on se retrouve l'an prochain à Energaia, c'est promis. Bon après-midi. We hope so. Bye. Thank you, bye-bye. Au revoir.